Merci beaucoup. Oui, alors j'ai préparé une petite présentation. J'ai décidé de lui donner un petit titre pour aller plus loin que une conférence sur les fake news. Donc c'est les discours à propos des fake news. Il y a une petite différence en fait que je vais essayer d'expliquer. Un danger pour la démocratie. Et le plus important, je crois, c'est le point d'interrogation dans mon titre. Parce que toute ma présentation, je vais essayer disons, d'être moins affirmatif et d'affirmer des choses que de poser des questions et voire de reformuler certaines questions qui sont posées par ce débat sur les fake news. Donc je suis Cyril Baudin, effectivement, docteur en sciences de l'information et de la communication. Je commence par me présenter un petit peu pour que c'est méthodologique en fait, hein, on fait toujours ça, c'est pour que vous sachiez d'où je parle, parce que je vais produire un énoncé, mais si je ne dis pas d'où je parle, c'est un énoncé qui va perdre de son sens. Donc c'est référencer les sources, c'est un petit peu en lien aussi. J'ai fait ma thèse il y a quelques années à Grenoble, j'étais pas très loin de chez vous, j'étais dans un département de Stendhal à Échirolles. À l'Institut de la communication et des médias. Il y a une école de journalisme aussi qui est rattachée à ce département. Et donc j'ai fait ma thèse ici, je l'ai soutenue en 2013, c'est il y a un petit bout de temps. Et puis ma thèse était financée par la région, elle portait sur les rapports sciences-société. Voilà. Et alors je ne vais pas trop m'étendre pour raconter ma vie, mais durant cette thèse, en fait, j'ai beaucoup critiqué la vulgarisation, surtout dans les rapports sciences-société, surtout lorsque la vulgarisation met en place un rapport de force culturel et politique et qui assigne des rôles à chacun. Elle définit un certain type de savoir, le savoir vrai, de type scientifique, très positif, issu des sciences de la nature et des sciences expérimentales, la physique, les mathématiques, tout ça. Et puis aussi, elle attribue des rôles à chacun dans ses formes les plus radicales entre un sachant, qui est supposé détenir un savoir quasi absolu, très positif, rationnel, et puis des non-sachants, ce que l'on appelle le public profane au singulier, ce qui pose pas mal de problèmes. Le fait de penser le public sous cet angle, le public profane, c'est concevoir le public d'une manière homogène dans son rapport au savoir et de définir ce public comme ne disposant pas de savoir. Or, on sait que tout le monde sait des choses qui sont peut-être plus ou moins justes, plus ou moins fausses. Moi, je préfère dire adaptées aux situations. Dans ce travail, donc, la vulgarisation est moins une pratique littéraire, elle est moins un type de dispositif de communication que l'on va trouver dans la presse de vulgarisation ou à la radio ou à la télévision, chez les journalistes de vulgarisation spécialisés. Mais c'est plus une manière de percevoir le monde social, de le comprendre et de le mettre en récit. Et toujours, cette mise en récit du monde social est hiérarchisée en fonction de supposés rapports au savoir qui sont pourtant très très loin d'être démontrés par la sociologie de la communication ou par la sociologie de la culture. Enfin, on pourrait prendre plusieurs auteurs et plusieurs théories et déconstruire ce que j'appelle moi l'idéologie de la vulgarisation. Or, dans ses formes les plus radicales, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle produit des conséquences qui sont très culturelles, dans des hiérarchies culturelles, très économiques aussi. Elles peuvent orienter certaines politiques de recherche, notamment dans la recherche publique, la conduite de la recherche par projet, par exemple. Et elles produisent aussi, au final, des conséquences très politiques. Alors moi, à cette époque, j'étudiais les débats publics de la CNDP nanotechnologie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. À Grenoble, c'était entre 2009 et 2010. Il y a une série de débats en France, notamment à Grenoble. Et à Grenoble, les débats étaient probablement les plus tendus à Grenoble spécifiquement, parce qu'ici, il y a le CEA qui travaille beaucoup les nanotechnologies. Et la fameuse convergence NBIC, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et puis, il y avait aussi une association ou un mouvement social assez virulent contre les nanotechnologies, mais aussi contre l'organisation technocratique de la démocratie qui s'appelle PMO, c'est pièces et main-d'œuvre, qui est rentrée dans une stratégie de blocage des débats, notamment à Grenoble. C'était une belle opportunité de pouvoir critiquer ce rapport social de la vulgarisation, parce que les manifestants
qu'ils viennent de PMO ou d'autres associations, les Amis de la Terre ou VVF ou d'autres encore, critiquaient justement ce rapport mis en œuvre par les médiateurs qui eux-mêmes donc agissaient sous une commande du gouvernement de l'époque, et ils critiquaient ce rapport de vulgarisation. Les médiateurs faisaient intervenir des gens du CNRS, du CEA, qui étaient très impliqués économiquement et scientifiquement dans le développement des nanotechnologies. Et à l'inverse, les associations disaient, mais nous aussi, on a des choses à dire, même si on n'est pas forcément scientifique. En fait, il y avait beaucoup de scientifiques dans ces associations. Bref. Donc voilà des choses que j'essayais de penser et pourquoi j'ai commencé à écrire sur cette expression, l'idéologie de la vulgarisation. Vous allez voir, c'est un petit peu en lien peut-être avec les fake news. C'est pour ça que je prends ce petit détour préalable. Alors, plus largement, depuis cette thèse, qui a quelques années déjà, j'étudie en fait tous les rapports, les manières dont les savoirs scientifiques ou technoscientifiques contribuent à instaurer un ordre culturel, économique ou politique. Pour moi, ça fait science. Ça fait sens et ça fait science. Faire des sciences, c'est aussi, d'une certaine manière, organiser le monde politique. Ce sont des points qui ont été travaillés par des théoriciens, surtout depuis les années 60 et 70, donc c'est assez documenté. Et puis, donc je me suis intéressé à cela également dans le cadre de mon dernier contrat de recherche. C'était la géothermie profonde à Strasbourg, dans le cadre du développement des politiques de transition énergétique ou de développement durable. Donc, que font les savoirs au territoire, par exemple, et comment les habitants acceptent ou pas ces technologies dans leur lieu de vie. Voilà quelques applications un petit peu de ce que je peux faire. Alors, ma position peut peut-être paraître étrange aux personnes qui n'ont pas l'habitude des sciences sociales, de la sociologie de la communication ou de toutes les sciences sociales. Pourtant, comme je le disais, elle est assez étayée théoriquement. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de ne pas vous embêter avec des noms d'auteurs. Si vous voulez, vous pourrez m'écrire. Donc, ma position peut paraître assez étrange pour les gens qui n'ont pas l'habitude des sciences sociales. Mais de mon point de vue, et généralement d'une bonne partie des sciences sociales, ce que l'on appelle la vérité scientifique n'est jamais quelque chose, elle n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas la nature qui parle par la bouche du scientifique. Quand un scientifique parle, ou quand une institution représentée par un scientifique parle, c'est toujours avant tout un chercheur qui est aussi un homme et qui est aussi le salarié, le représentant d'une institution de recherche. Et on a tendance à l'oublier, et très souvent on présente la vérité comme quelque chose qui existerait purement à l'état naturel. Alors ce n'est pas du tout ma position, la mienne est plutôt à l'inverse, et elle postule plutôt que tout énoncé n'est jamais neutre. On ne peut pas atteindre une neutralité. Même lorsque l'on est scientifique, on travaille toujours dans la perspective de faire quelque chose. On produit un savoir pour faire quelque chose, donc améliorer l'état des connaissances ou générer de nouvelles technologies dans une perspective plus économique ou industrielle peut-être, etc., etc. Et donc, faire de l'épistémologie ou faire des sciences, c'est déjà d'une certaine manière organiser le monde politique. De plus, alors comme je suis inscrit en sciences de l'information et de la communication, j'ai une manière un peu spécifique de voir les activités scientifiques, parce que la vérité scientifique ne peut jamais échapper aux mots, au langage, à la communication. Quand on prétend dire la science ou dire le vrai, on a toujours besoin des mots, du langage, de diagrammes, de chiffres, d'images pour les astronomes, de travailler avec des équations, de produire des données, puis de les analyser, puis de communiquer ces résultats entre pairs. Donc on ne peut pas... La vérité, qu'est-ce que la vérité ? La vérité, c'est un discours. C'est un type de discours, c'est une forme de la communication particulière. Et je pourrais le prouver par la pratique scientifique, c'est que j'ai beau écrire, par exemple moi-même, ce que je veux dans mon coin,
envoyer un article à une revue nécessite impérativement, pour être reconnu comme scientifique, une vérification par mes pairs. Et c'est mes pairs qui vont juger l'état de mon travail, sa qualité, et qui vont juger s'il est publiable en tant que tel ou pas. Voilà, c'est la reconnaissance entre pairs. Bourdieu disait un truc qui était un petit peu marrant, c'est qu'est-ce qu'un bon scientifique? Un bon scientifique, c'est un scientifique dont les bons scientifiques disent qu'il est un bon scientifique. Il y a une reconnaissance entre pairs qui permet de produire et de dire la science. Sinon, je n'aurais pas le droit de parler au nom d'une institution de recherche ou au nom des sciences sociales ou de la sociologie de la communication. En tout cas, ça me paraîtrait un petit peu plus délicat. Pour le dire plus clairement, donc en épistémologie, parmi toutes les théories de la connaissance, mon positionnement, c'est l'école constructiviste qui implique que, par exemple, deux informations contradictoires, qui disent des choses opposées ou tout à fait contradictoires, ne sont pas nécessairement fausses. On peut dire deux choses vraies qui sont tout à fait opposées mutuellement et qui se contredisent. Cela peut tout à fait se faire. Cela dépend, il n'y a pas une vérité unique, mais des vérités multiples. Tout dépend en fait des cadres selon lesquels on produit et on argumente et on consolide, on produit nos savoirs. Par exemple, 1 plus 1 est égal à 2, c'est entendu. Normalement, c'est mieux si je l'écris avec un tableau, mais là, je n'ai pas de Velleda. Mais si je dis, si j'étais, je ne sais pas, informaticien, par exemple, ou voilà, 1 plus 1 peut être égal à 10. Là, je passe dans un cadre binaire et plus décimal. Donc, il y a une question aussi de conventions sociales qui vont gérer ce langage scientifique, qui vont l'organiser et par rapport auquel on va toujours se référer. Alors si je dis 1 plus 1 égale 2, c'est par convention dans le langage courant, on fonctionne toujours en langage décimal. C'est une habitude que l'on prend quand on est petit, aussi parce qu'on a 10 doigts et c'est très très pratique comme ça. Mais il y a d'autres manières de penser. Voilà. Donc deux choses contradictoires peuvent être toutes les deux justes, tout dépend du cadre de référence dans lequel elles s'inscrivent. Voilà une chose qui est assez intéressante et à partir desquelles je pars quand j'essaye de penser cet effet de mode, les fake news. Alors, je ne vous embête pas trop plus longtemps sur ma vie, mon œuvre. Simplement, j'ai fait aussi à Strasbourg ces dernières années un cours en éducation aux médias. Je l'ai fait 2 années de suite. J'avais un très très grand amphi avec 220 étudiants la première année et 270 la deuxième. Voilà, donc j'ai fait ça. J'aime pas trop l'expression éducation aux médias aussi, parce que éduquer, il y a quelque chose de inculqué, il y a quelque chose de très moralisateur. Alors je préfère enseigner la sociologie des médias, ça correspond mieux à ce que je fais. Mais voilà, ça montre qu'il y a quand même un engouement assez fort pour les fake news. La preuve aujourd'hui, si je suis là et si des étudiants travaillent sur ce sujet. Voilà, alors pour les présentations un petit peu, et puis pour ce que je fais, et ça, là déjà, je commence à essayer de dire comment je pense les fake news. Alors, je me suis intéressé plus, en fait, au discours à propos des fake news qu'aux fake news elles-mêmes. Parce que je trouve que derrière l'expression fake news, elle est peut-être un petit peu naïve, peut-être un petit peu trop simpliste. Et comme j'aime bien les sciences sociales, c'est pas forcément que j'aime me la péter ou faire compliqué quand on pourrait faire simple, mais c'est que j'essaye d'évaluer les instruments par rapport à ce que j'essaye d'évaluer. Voilà. Il y a des instruments qui ne sont pas adaptés. Je ne peux pas mesurer la pression atmosphérique avec un thermomètre, par exemple. Ce ne sera pas le meilleur instrument. Il y en a d'autres qui sont mieux pour faire ça. Et pareil, ce concept de fake news est peut-être un petit peu trop simple, trop idéaliste également pour évaluer la diversité de toutes les situations que l'on désigne par ce mot, fake news. Et puis en plus, comme je suis un petit peu têtu, je trouve qu'il est bien trop à la mode. Et donc j'essaye de le déconstruire et puis de le comprendre, mais sur le temps plus long avec d'autres outils qui sont ceux de la théorie, des théories en sciences sociales.
Voilà. Et alors pourquoi les discours à propos des fake news? Je m'intéresse plus en fait à la manière dont les gens parlent des fake news. Les journalistes, les hommes politiques, les étudiants, les enseignants, les institutions de médiation scientifique, les bibliothécaires également, qui s'y intéressent depuis quelque temps. Et ben, je vais passer à ma première partie. Les fake news, est-ce une catégorie opératoire pour comprendre le réel? C'est la première question que je me suis posée. Alors, si je suis là, c'est aussi parce que j'ai coordonné un numéro de revue qui va sortir dans pas très très longtemps. Il aurait dû sortir là, avec mon collègue Michael Chambru. Donc lui, il est enseignant en médiation des sciences à Échirolles. Je voulais vous raconter une petite anecdote, parce que comme je faisais ce cours à Strasbourg, qui fonctionnait assez bien dans ce grand amphi, eh bien, je suis devenu un petit peu monsieur fake news à Strasbourg. Et quand les étudiants, déjà à Strasbourg, voulaient faire intervenir quelqu'un ou interviewer, par exemple pour les étudiants en école de journalisme, ils me trouvaient, moi, sur Google, c'était assez facile. Et puis, voilà, j'ai fait quelques interviews, quelques travaux avec les étudiants de l'école de journalisme à Strasbourg. Et ils m'invitaient un jour, lors d'une interview qui était supposée durer 20 minutes, on était déjà au double presque, l'étudiant me pose une question. Et à la fin de cette interview, il me dit « Pourquoi les gilets jaunes croient aux théories du complot et aux fake news ?» Et dans cette question posée par cet étudiant journaliste, il y avait déjà une affirmation. Il ne m'a pas demandé si les gilets jaunes croyaient aux théories du complot, aux fake news, mais il affirmait que les gilets jaunes croient aux théories du complot et aux fake news. Et alors, moi, je lui ai répondu par une question un petit peu malicieuse. Il y a pas mal de journalistes qui n'aiment pas trop ça, parce que je lui ai répondu par une autre question. Et je lui ai répondu, mais vous, étudiant en école de journalisme, pourquoi vous avez-vous besoin de croire que les gilets jaunes croient aux théories du complot et aux fake news? Et parce que peut-être que les fake news procèdent, disons, d'une mise en récit de certains corps professionnels dans les sciences, dans les médiations culturelles, dans le milieu de la représentation politique, également dans les milieux médiatiques et journalistiques, qui permettent à chacun de bâtir un grand récit qui va se situer par rapport au vrai, par rapport au discours vrai, dans l'ordre du savoir. C'est assez, dans ce que je dis, il y a de vrais morceaux de Bourdieu dedans. Et mon hypothèse sous-jacente était la suivante. En termes très généraux, pour justifier leur rôle social, les journalistes et d'autres corps professionnels, les institutions politiques, culturelles, pédagogiques, scientifiques, ont besoin de croire que les gens croient. Ou peut-être plus précisément de produire dans leur récit, par leur discours, une image des publics ou du public conforme à leurs propres intérêts, à leur propre position sociale, à leur propre culture professionnelle. Et c'est peut-être pas tout à fait innocent, parce que c'est l'une des caractéristiques de l'idéologie de la vulgarisation, la mise en récit du public sous la forme de public profane. Or, en sociologie des publics, c'est très controversé, c'est même très critiqué. Et cette mise en récit, la manière dont on construit par le discours des publics conformes à nos attentes ou à nos positions sociales. Et derrière le débat sur les fake news et la manière dont les journalistes, les acteurs politiques, les acteurs des médiations culturelles, etc., je les ai cités tout à l'heure, s'emparent du débat sur les fake news, peut-être qu'on assiste aussi un petit peu à cela, c'est-à-dire à construire un public, à reconstruire un public profane ou d'une autre manière, peut-être que c'est une reconfiguration de l'ordre du savoir propre à l'idéologie de la vulgarisation. Or, donc ça c'était mon hypothèse sous-jacente, et puis on assiste quand même à une période historique qui est peut-être pas historique avec un grand H, mais où on voit ces acteurs qui sont soumis en fait à des pressions sociales, à des difficultés, à des remises en question ou en cause
de leur statut socio-professionnel. Je parle de la défiance de plus en plus forte exprimée par les citoyens envers l'organisation politique du monde, notamment la critique de la représentation politique. Je parle de la défiance manifestée aussi par les citoyens envers les médias ou les grands médias d'information généralistes. On peut voir toute une série de phénomènes qui sont très peu discutés lorsque l'on parle des fake news ou lorsque l'on débat à propos des fake news. On pourrait aborder par exemple la chute des recettes publicitaires chez certains organes de presse, plutôt la presse quotidienne nationale généraliste, Le Monde, Libé, Le Figaro, etc., qui sont les premiers des journalistes à s'emparer des fake news. Et ceci, donc, c'est le type de presse, la presse quotidienne nationale généraliste, sur papier, et celle qui souffre le plus des mutations du marché en économie des médias. Alors peut-être que je donnerai quelques précisions tout à l'heure. On assiste aussi à d'autres difficultés, une concurrence, par exemple, toujours chez les journalistes, une concurrence très forte pour les étudiants pour accéder à l'emploi salarié dans le journalisme. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont formés comme journalistes, avec très souvent du travail précaire et des années de pige qui ne sont pas toujours faciles. Alors l'expression, selon moi, fake news, s'impose un petit peu comme un outil unique, un concept unique, un outil unique pour percevoir un monde social pourtant bien plus divers, bien plus complexe, bien plus hétérogène. Et je me méfie toujours, en fait, quand on utilise toujours la même explication pour expliquer des phénomènes qui n'ont peut-être rien à voir entre eux. Notamment, on a pu entendre parler de fake news, ou accuser les fake news, c'est de la faute aux fake news, des situations très très diverses. Par exemple, certaines élections ratées, entre guillemets, je pense à Trump, je pense à Bolsonaro, on peut penser au Brexit ou à la Catalogne, par exemple, où certaines personnes ont expliqué ces élections aux résultats plutôt inattendus par l'explosion des fake news. Voilà. On s'est servi aussi des fake news pour expliquer la montée des extrêmes, de tout type d'ailleurs, ou la radicalisation en politique, la radicalisation de certains mouvements sociaux, notamment les Gilets jaunes. On s'est servi des fake news pour expliquer le terrorisme, et notamment la résurgence du terrorisme en Europe il y a quelques années. On se sert aussi parfois des fake news pour peut-être disqualifier certaines critiques sociales ou sociétales qui interviennent, qui émanent d'associations, souvent environnementales, dans des controverses comme le nucléaire, le glyphosate, les OGM, etc. Donc, pour moi, c'est un indice. À chaque fois qu'on utilise une seule explication pour expliquer des choses qui, apparemment, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, j'ai tout de suite un réflexe, c'est de me dire « oulala, il y a probablement quelque chose qui n'est pas clair et qui relève plus de l'idéologie que de la volonté de faire sens ou de faire science par rapport à cela. » Alors, voilà pourquoi les fake news se sont imposées, selon moi, comme un outil conceptuel unique pour expliquer des choses très très diverses, ça je l'ai dit, alors que l'on aurait intérêt à mobiliser d'autres catégories, d'autres outils, d'autres concepts, peut-être plus fins, plus subtils. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de fake news, on l'a substitué à un ensemble de mots très diverses. On parlait auparavant de rumeurs, de calomnies, de ragots, de billevesées, de balivernes, de sornettes peut-être. On pourrait faire une liste très 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 longue et on n'utilise plus qu'un seul mot pour dire toutes ces choses en même temps, alors que toutes ces choses sont très différentes les unes des autres. La satire, par exemple. La satire, c'est prendre des facilités avec la liberté, grossir certains traits, par exemple faire de la caricature politique, donc grossir certains traits, mais qui s'inspirent toujours du réel, qui sont supposés déformer un petit peu le réel pour le rendre
plus visible. Voilà. Là, on est plutôt dans une construction artistique ou dans le domaine de l'art, du dessin, de la caricature. Donc voilà des choses qui mériteraient un petit peu plus de temps et puis peut-être de revenir à ces anciennes catégories qui sont plus fines et mieux documentées, notamment par les sciences sociales et les sciences de la communication ou la sociologie de la communication. Alors je vais vous parler un petit peu donc, de ce numéro de revue qu'on a coordonné avec mon collègue. Donc on a lancé ça il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Et puis on a demandé à nos confrères chercheurs de notre discipline et des autres disciplines ce qu'ils ont pensé. Donc on a diffusé un appel à communication et on a reçu 42 textes de soumission. Vous savez, c'est un petit peu comme un appel d'offres, on lance un appel à communication et puis les gens nous envoient un pré-projet d'articles. Et puis une fois on fait le tri avec ces pré-projets et puis après on dit ok, c'est parti. Et les collègues que l'on a sélectionnés rendent un vrai article qui sera réévalué dans les 2 stades en double aveugle. Voilà, ça fonctionne un petit peu comme ça. Et on a reçu 42 propositions. Donc c'était beaucoup pour un appel à communication. Encore une fois, c'est un signe de mode. Mais nous, on voulait travailler plutôt dans une perspective critique et déconstruire cette expression, cette formule. De quoi relèvent les fake news? Est-ce que c'est pertinent pour comprendre ce qui se passe? Et donc, bon, le numéro a pris un petit peu de retard, mais on a 7 articles qui vont sortir d'ici très très peu normalement. Et puis je vais vous parler un petit peu de ces articles. Hein. Je fais une synthèse vraiment brève en 10 minutes. Mais voilà, alors pour un des auteurs, c'est l'un des points qui est assez important en fait par rapport aux fake news, c'est de déconstruire les postulats. Quand on s'empare, disons, d'une manière peut-être un petit peu trop primaire ou naïve des fake news, on génère une sorte de postulat d'une manière plus ou moins explicite. Et l'un d'entre eux, et celui-ci, il est assez décisif dans ma discipline, c'est au niveau de ce que l'on appelle les théories de la réception. Quand on fait des discours médiatiques, il y a plusieurs grandes étapes. On produit un discours, la production. On diffuse le discours, c'est la deuxième grande étape. Et puis après, on étudie comment il est reçu, c'est les théories de la réception des discours médiatiques. Et donc, derrière les discours à propos des fake news, on retrouve très majoritairement cette idée que le discours est reçu d'une manière linéaire, très linéaire, déterministe, et que finalement, le récepteur, la personne qui lit, qui écoute, qui voit ce message médiatique, vrai ou faux, quel qu'il soit, le reçoit d'une manière passive. Pour le dire plus brièvement, si TF1 dit A, ça voudrait dire que le téléspectateur de TF1 pense et croit A. Voilà. Et donc ça s'inspire en fait d'anciennes théories qui avaient été faites en réception, des théories qui ont été développées aux États-Unis, des courants de pensée au non barbare, qui sont des théories plutôt des années 30 et 40, qui ont été largement invalidées par la suite. Et aujourd'hui, dans ma discipline, ou les disciplines qui étudient la communication et les communications médiatiques, on travaille tous avec des théories où les récepteurs sont des personnes actives. C'est-à-dire des personnes actives, les téléspectateurs, les récepteurs des discours médiatiques ne sont pas forcément des éponges qui absorbent le discours ou des huîtres qui filtrent le discours médiatique, mais ce sont des personnes qui sont douées de facultés intellectuelles, qui sont elles sont toujours actives quand elles reçoivent un discours médiatique et elles le retravaillent, elles peuvent l'éviter, elles peuvent le sélectionner, elles peuvent zapper, changer de chaîne, elles peuvent l'éviter, le critiquer, le rediscuter, le recouper par rapport à d'autres sources d'informations. Et ça, tout le monde le fait. Je pense que si vous étudiez, si vous prenez par exemple vos propres pratiques médiatiques, vous n'êtes pas tout à fait béat quand vous entendez quelque chose sur TF1, et puis vous allez le vérifier, vous allez peut-être vous documenter plus loin. Oh, je trouve cette idée un petit peu bizarre, qu'en est-il? Vous allez aller sur Google, lire des livres, aller à la bibliothèque, etc. etc., etc. Donc voilà l'un des postulats, l'un des présupposés
que l'on retrouve très souvent dans le débat sur les fake news, c'est cette idée de récepteur passif qui est très critiquée du point de vue des sciences spécialisées. Voilà, alors ça c'est un des premiers résultats, un des premiers articles qui insiste là-dessus. Un autre article, lui, aborde plutôt la question de la naturalisation des discours, parce que très souvent, les discours à propos des fake news, disons, engagent une conception naturelle de la vérité, comme si une information était forcément vraie. L'information, et les journalistes disent très souvent ça, l'information est factuelle. Elle dépend de faits, elle ne dépend pas de moi. Moi, journaliste. Pourtant, à bien y étudier, un journaliste a des pratiques, il a des contraintes. Je crois qu'on a des journalistes dans la salle, ça peut être intéressant. Et un journaliste, toujours aussi, aborde un angle spécifique, une perspective sur ce qu'il étudie. Il y a des faits qui sont très très réels, qui pourtant ne sont jamais couverts par des journalistes, soit parce que les journalistes n'en entendent jamais parler, soit parce qu'ils estiment qu'en fonction de leur lectorat, ce n'est pas intéressant d'en parler. Et donc, le journaliste sélectionne et il reconstruit le fait suivant ses méthodes, ses pratiques, ses idéaux peut-être, suivant la ligne éditoriale de son journal. Je parlais du Monde qui est plutôt à gauche ou du Figaro qui est plutôt à droite, etc. La ligne éditoriale va avoir aussi un impact sur la manière, un effet sur la manière dont on va traiter le sujet, etc., etc., etc. Donc le discours journalistique n'est jamais neutre, encore une fois, ou purement factuel. Voilà ce qu'entraîne cette conséquence, c'est de naturaliser la vérité ou l'aspect factuel de l'information. Voilà, donc d'autres articles. Ça, ce sont des articles de fond, et selon ces auteurs, d'ailleurs, cette naturalisation du discours, c'est-à-dire dire qu'il y a des énoncés qui sont vrais, et c'est la nature qui les dit, et ce ne sont pas des chercheurs ou des journalistes, des gens qui produisent du discours. C'est ce que l'on appelle aussi relève d'une conception positiviste de la vérité ou de la science, qui est très très critiquée depuis quelques siècles déjà, mais je ne vais pas trop m'étendre dans la théorie, peut-être tout à l'heure si vous avez des questions. Voilà donc l'un des effets, l'un des postulats qui sont très très souvent là lorsque l'on parle de fake news et que l'on retrouve quasi systématiquement dans tous les discours à propos des fake news, que ce soit des discours de journalistes, de scientifiques, de médiateurs culturels, d'hommes politiques, etc. Alors, on a d'autres articles aussi qui parlent là très spécifiquement des journalistes, des pratiques journalistiques, du fact-checking et des fake news. Et on va retrouver dans les discours des journalistes, dans la manière dont ils écrivent, dans la manière dont ils traitent les fake news, on va bien retrouver ces deux caractéristiques, le déterminisme médiatique, TF1 dit A, le téléspectateur de TF1 pense A, et puis la naturalisation des images du vrai. Et je le rappelle, dans mon école constructiviste, on considère que le vrai est un construit social qui se construit avant tout par des conventions entre pairs, par exemple, entre scientifiques ou entre journalistes au sein d'une rédaction. On est des producteurs de discours. Toujours pour nos auteurs qui vont se pencher plus spécifiquement sur le journalisme, ces discours très spécifiques interviennent à une époque charnière pour le journalisme, notamment de presse, surtout de la presse papier, une période qui est faite d'une défiance envers le journalisme traditionnel, d'une défiance croissante d'ailleurs, et d'un profond bouleversement des modèles socio-économiques sur lesquels reposait la presse écrite jusqu'à présent. Alors ça, je peux détailler un petit peu. C'est surtout la presse quotidienne nationale généraliste, comme je le disais tout à l'heure, qui est concernée, celle qui est produit encore de la presse papier et qui repose en fait sur un modèle en socio-économie des médias. On appelle ça le double marché. Il y a deux marchés qui fonctionnent en même temps. C'est le modèle éditorial. Quand on veut lire Le Monde, on va au kiosque et on achète Le Monde. Sur le modèle éditorial, c'est un produit que l'on achète, comme un DVD par exemple, qui fonctionne aussi sur le modèle éditorial. Et puis ça c'est le premier marché. Et puis le deuxième marché, c'est le marché publicitaire.
Donc on revend le lecteur, la régie publicitaire du titre revend le lecteur à des agences de communication ou à des annonceurs qui vont produire de la publicité, louer des espaces de communication dans le journal pour diffuser de la publicité commerciale. Et ces deux marchés, en fait, le double marché est très instable. Car si le premier modèle s'écroule, si les gens achètent moins Libération en kiosque, par exemple, eh bien, il y aura moins de lecteurs. Et donc, le deuxième marché va s'effondrer en même temps. Voilà. Et c'est bien ce à quoi on assiste aujourd'hui avec toutes les nouvelles concurrences sur Internet. On a les pure players, on a les chaînes d'information, on a des youtubeurs également, des citoyens qui essayent plus ou moins bien d'ailleurs de jouer les journalistes, de faire de l'investigation. On a plein de chaînes YouTube par exemple qui existent sur des sujets divers et variés. On peut les appeler aussi des influenceurs ou des leaders d'opinion dans certains cas, en marketing plus, bref. Et voilà, donc il y a un ensemble, il y a déjà un modèle économique sur lequel reposer la presse quotidienne nationale qui fonctionne de moins en moins bien. Alors la presse quotidienne nationale essaye de réagir, de développer de nouveaux modèles économiques, des abonnements sur Internet, par exemple, pour Le Monde ou Libé, donc un accès restreint sur Internet. Bref, essaye de s'adapter à cette situation. Et on va retrouver... alors là, je pense je ne connais pas l'article par cœur, hein, je l'ai lu 5-6 fois déjà, mais on va retrouver en fait, là les auteurs vont étudier en fait les décodex. Ils vont étudier Le Monde et Libé et comment Le Monde et Libé s'emparent des fake news et on crée des services de journalistes un petit peu à part pour faire du fact-checking et traiter des fake news. Et en fait, on va assister à un mouvement de certification du titre de presse, Libération, qui s'engage à ne pas diffuser de fausses nouvelles. Ce mouvement de certification ou de labellisation du vrai par la presse s'est un petit peu étendu. D'ailleurs, Facebook et certains réseaux sociaux numériques ont dû s'y mettre, par obligation légale, par contrainte légale aussi. Et puis, et donc, ces auteurs, ces sociologues du journalisme se sont intéressés et se sont posé la question, mais qui fait du fact-checking? Et c'est surtout en fait de jeunes journalistes qui émergent sur le marché du travail et qui ont du mal à trouver une place et qui sont en concurrence avec des journalistes plus anciens. Le journalisme, ce sont des métiers très divers, mais avec des hiérarchies qui sont assez clairement établies, notamment dans l'ordre de la culture et des sujets à traiter. On a le journalisme sportif, on a la brève, et puis peut-être tout en haut, on a le journalisme politique, avec les grands reportages, les grands documentaires, voilà, qui sont plutôt le summum. Et donc, en fait, selon nos confrères qui ont écrit cet article, cela permet aux jeunes journalistes de se faire une place, de créer une nouvelle place sur le marché de l'emploi dans ces titres de presse. Voilà, et donc ce mouvement de fact-checking va progressivement se spécialiser jusqu'à donner des services un petit peu à part dans les rédactions, des services dédiés avec des journalistes recrutés pour ne faire que cela. On a d'autres articles, j'arrête de faire la promotion de mon numéro, je suis désolé, mais en même temps ça permet de montrer qu'on a tous des choses un petit peu à vendre, je dis ça un petit peu en plaisantant quand même, mais pas que. D'autres travaux dans ce dossier vont traiter de l'Église catholique, par exemple, qui va produire des discours, notamment le pape, sur les fake news et sur la place de l'Église face à la fausse information, face aux mensonges. Voilà. On a un article sur le mouvement des survivalistes en France et de leur rapport aux médias, et notamment aux médias alternatifs. Ce qu'on appelle les médias alternatifs, c'est une manière assez négative de juger certains médias, qui parfois peut être aussi assez péremptoire si on ne comprend pas ce que les gens vont chercher dans ce type de médias. Là, c'est sur les survivalistes en question. Et puis on a un autre article aussi qui évoque la fake science, les fausses sciences, mais c'est plutôt dit en anglais. Cet article, en fait, est assez intéressant parce qu'il dit que la fake science, cette expression est adossée aux fake news, elle est apparue un petit peu en même temps, mais pareil, il y a toujours cette
conception très binaire de ce qu'est le savoir. Il y a le bon savoir et le faux savoir, le savoir vrai et le savoir faux. Mais fake science, ça ne permet pas d'aller au fond des choses et de comprendre certains phénomènes de plus en plus puissants, de plus en plus actifs dans la production de l'expertise, et notamment de l'expertise internationale. Et ces auteurs donc, se sont intéressés à la production de l'expertise, dans deux cas, le glyphosate, l'évaluation du glyphosate par les institutions européennes et également sur la construction du plan d'austérité en grec par le FMI suite à la dernière crise économique. Donc je crois que c'était à partir de 2010-2011 par là. Et en étudiant cela, en fait, et en interviewant les grands experts, ils arrivent à voir que fake science, ce n'est pas une expertise ni fausse ni vrai, c'est plus compliqué que cela, mais c'est une expertise qui en tout cas est altérée. Elle est altérée parce que les experts qui ont dû rédiger ces grands rapports ont subi aussi des pressions du monde économique, du monde politique, qui les a amenés à choisir certains scénarios, à mettre en avant plutôt certaines hypothèses plus que d'autres, ou appliquer certaines méthodes plus que d'autres. Donc il faut, selon ces auteurs, dépasser la dualité du vrai et du faux pour pouvoir employer d'autres mots, d'autres concepts, pour aller au fond des choses et comprendre aussi, ça ce sont leurs conclusions, que si expertise altérée il y a dans ces deux cas, c'est aussi parce que les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques entrent dans un rapport de plus en plus intrusif par rapport au lieu de construction des savoirs et de l'expertise. C'est aussi une des raisons pour laquelle mon collègue est en grève actuellement par rapport au projet de loi LPPR qui renforce la recherche par projet. Désolé, c'était juste une petite allusion. Donc voilà quelques éléments de réflexion. Alors, j'entends pas vous apporter de réponses claires, définitives sur le problème des fake news, mais en tout cas, essayer de déconstruire ce concept pour peut-être amener au moins quelques conclusions sous la forme de questions. De quoi parle-t-on précisément lorsque l'on mobilise la notion de fake news ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette notion, c'est un petit peu une formule à la mode. Elle a remplacé 1000 autres mots, calomnie, rumeur, mensonge, propagande, pastiche, calunar, satire, poisson d'avril. Un poisson d'avril, c'est faire du faux exprès. C'est en plus les journalistes, souvent qui le font. La contrefaçon, l'affabulation. On pourrait utiliser tous ces autres mots qui sont peut-être un petit peu mieux documentés et plus précis parce qu'un canular n'est pas un pastiche, ce n'est pas un poisson d'avril, etc. Chacun a une stylistique qui lui est propre, plus ou moins à prétention du vrai ou plus ou moins à prétention littéraire, artistique. Et il y a d'autres manières d'entendre dire le vrai. Il n'y a pas que la science et la science positive. Et puis, on pourrait discuter également, dernier petit point que je voulais aborder dans ces conclusions, de l'utilité et de l'efficacité d'aborder tous ces problèmes très différents, le terrorisme, les élections ratées, la radicalisation supposée des mouvements sociaux, etc., par les fake news. Et le concept ne me paraît, moi, pas très adapté parce qu'il ne permet pas d'aller au fond des choses. Et on sait que quand on veut agir sur le monde, le mieux, c'est de le comprendre avant. Comprendre avant d'agir, on fait un diagnostic. Et les fake news, disons, s'attachent à catégoriser les symptômes plus qu'à essayer d'en comprendre les causes. Et ces causes sont toujours multiples et variées, au cas par cas, selon les situations et selon les phénomènes. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas tous les traiter, je ne suis pas sociologue, expert de la radicalisation ou du terrorisme, par exemple. Ce sont des parties des sciences sociales dont j'ignore pas tout, mais on est loin de ma spécialité. Bref, donc ça demande bien plus de temps. Mais un petit problème qui m'a paru, c'est aussi pour ça, Mickaël et moi, on a décidé de se lancer dans ce numéro critique des discours à propos des fake news, c'est qu'à l'époque où on a lancé notre appel à com', venait tout juste de sortir le projet de loi contre la manipulation de l'information. C'est une loi qui finalement a été votée il y a un petit peu plus d'un an, presque un an et demi,
voilà, et qui a été rejeté 2 fois au Sénat. Alors on pourrait parler de ce qui s'est passé un petit peu entre le Sénat et l'Assemblée nationale. C'était un projet de loi déposé par le gouvernement, et gouvernement qui, enfin, la majorité, qui a une majorité, en tout cas à l'Assemblée nationale, et pas au Sénat. Aussi, on pourrait le voir comme ça. Et les discours, les fake news, sont-elles un danger pour la démocratie? Pour les personnes qui ont déposé ce projet de loi, il était clair que les fake news, en pensant à Trump, en pensant à Poutine, en pensant à Sputnik ou Russia Today, pour eux, il était clair que les fake news, les laisser se propager, est un danger pour la démocratie. Mais à l'inverse, au Sénat, pour les gens qui étaient contre cette loi, il était attentatoire aux libertés individuelles de restreindre la liberté de conscience, la liberté d'expression. Et donc, c'était une nouvelle loi qui allait restreindre les libertés individuelles, et notamment la pratique du dialogue social. Alors, l'une des idées que l'on partage, Michael et moi, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais cette idée est là, en tout cas, on est assez d'accord là-dessus, c'est est-ce que les énoncés sont vrais ou faux en eux-mêmes, par nature? Et nous estimons qu'un énoncé devient vrai ou devient faux lorsqu'il circule socialement et lorsqu'il est jugé, mis en discussion, mis en débat par les gens. C'est à eux, finalement, derrière cette idée de vrai ou de faux, il y a toujours un jugement plus ou moins social, plus ou moins personnel ou individuel, qui doit être réalisé. Et donc voilà, il y a pas mal de groupes politiques plutôt d'opposition qui se sont opposés à ce projet de loi qui est finalement passé en lors de la 3e session d'échange entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais qui a été expurgé en tout cas de ces dispositions les plus attentatoires aux libertés individuelles. Et ce que je voulais simplement dire pour conclure, c'est ma petite punchline de fin, c'est que peut-être nous devrions faire, en tout cas, attention, manifester une certaine prudence, une manière ou une certaine sagesse, et ne pas tout sacrifier sur un effet de mode. On parle de fake news depuis 4-5 ans, ça a pris des proportions très très importantes, mais il y a aussi un risque dans ce débat de modifier des grands équilibres institutionnels, constitutionnels, qui ont pris des siècles et des siècles à être élaborés pour définir le vivre ensemble démocratique. Merci beaucoup.